Vous écoutez une conférence de Rudolf Steiner lue par Brigitte Père. Cette conférence est extraite du livre Les deux voies de la clairvoyance, publié aux éditions Triade Poche. Les deux voies de la clairvoyance, troisième conférence, chapitre 3, Dornach, 19 septembre 1915. Hier, nous avons mené nos réflexions de façon à caractériser la connaissance imaginative en partant d'un certain point de vue. Nous nous sommes attachés à montrer que tout ce que l'homme rend présent à sa conscience grâce à la connaissance imaginative, il l'a en fait constamment en lui. À titre de comparaison, j'ai évoqué une pièce obscure où se trouveraient divers objets, parmi lesquels aussi des hommes, qu'on ne verrait donc pas avec les yeux physiques. Quelqu'un entrerait alors avec une lampe et éclairerait le tout. Il n'y aurait rien de nouveau. Tout serait déjà là. La seule différence est que les choses qui auparavant n'étaient pas perçues le sont maintenant. Il en va de même avec ce que nous présente la connaissance imaginative. Tout ce dont elle nous permet de prendre conscience existe et agit déjà dans les profondeurs cachées de l'âme humaine. Dans les profondeurs cachées de l'âme humaine. Cela fait partie de ce qui vit et s'organise dans l'intériorité humaine. Au cours de sa vie, l'homme est constamment fortifié ou affaibli lorsqu'il rencontre, éprouve et prend conscience de quelque chose et le laisse ensuite sombrer dans les profondeurs de son inconscient. C'est ce qui importe tout particulièrement pour l'homme qui vit sur le plan physique. J'aurai plus tard l'occasion de vous dire des choses plus précises à ce sujet. Quand on situe ici le seuil de la conscience, voir le dessin, une ligne droite est tracée. Et que l'on dit qu'une représentation s'enfonce dans l'inconscient et s'y trouve alors comme un être vivant. C'est une façon très incomplète de décrire le processus. Mais nous voulons nous approcher pas à pas d'une compréhension de ce qu'il en est vraiment dans ce domaine. Une ligne horizontale est tracée avec marqué « seuil de la conscience ». Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les faits de la connaissance imaginative, comme vous pouvez vous en rendre compte avec ce qui a été exposé, sont en profonde relation avec les conditions de la vie de l'homme, sur le plan physique aussi, de la naissance jusqu'à la mort. Mais il s'agit alors des conditions inconscientes ou subconscientes de la vie. Ce que nous avons étudié nous permet de comprendre une vérité importante. L'homme, tel qu'il vit sur terre, dépend de conditions qui ne pénètrent pas dans la conscience lucide que nous avons entre la naissance et la mort quand nous sommes éveillés. Notre vie dépend de facteurs que nous ne pouvons pas connaître avec notre conscience normale. Mais ces facteurs de la vie qui agissent ainsi dans les profondeurs, nous avons dit hier que c'est dans le corps éthérique, sont pourtant encore assez proches de l'homme, dans la mesure où ils se relient
aux représentations que celui-ci laisse constamment descendre dans les profondeurs de son être. Quand il transforme ses pensées en représentation du souvenir, l'homme peut en effet les changer lui-même en la substance qui descend dans l'inconscient. Cette substance est tout à fait la même chose que ce que nous pensons. Quand ce que nous pensons se trouve en bas, dans notre subconscient, c'est un monde de souris tout aussi grouillant que celui des pensées vivantes qui s'animent là-dessous. C'est le corps éthérique, c'est-à-dire ce qui, du cosmos, a pénétré dans le corps éthérique. Tout cela est encore très proche de l'homme, car apparenté à la vie consciente des pensées. Autrefois, pendant l'ancienne existence lunaire, ce qui vit et s'anime aujourd'hui dans notre inconscient existait pleinement. Il faut vous représenter que la pensée lunaire était de la nature du rêve. C'est comme si vous rêviez et que, dans votre rêve, vous perceviez la trame vivante de la pensée. C'est ainsi qu'à l'époque lunaire, on se faisait des représentations. Ce qui s'est rajouté à l'époque terrestre, c'est que nous devons faire des efforts pour pouvoir saisir des pensées. Nous devons former nos pensées par nos propres efforts. L'habitant de l'ancienne lune n'avait pas à le faire. Il vivait simplement dans les images du rêve. Mais celles-ci n'étaient pas aussi mortes que le sont nos pensées. C'est la vie même qui les animait. Quand on se familiarise avec le monde imaginatif, on acquiert quelque chose, mais en même temps, on perd autre chose. Vous pouvez le déduire de ce que je vous ai exposé. On perd le calme avec lequel, sur Terre, on peut faire l'expérience de la pensée. On n'a plus cette force, parce que les pensées elles-mêmes deviennent des forces intérieures vivantes. Dans la vie courante, nous nous sentons maîtres de nos pensées. Dans le monde imaginatif, nous ne pouvons plus les tenir ainsi. Par contre, nous saisissons une vie qui est la vie, justement. Les pensées que nous avons dans la vie physique sont mortes, alors que celles que nous saisissons, là, vivent et s'animent. C'était déjà le cas pendant l'ancienne existence lunaire. Mais les hommes vivaient encore cela en rêve et n'en étaient pas conscients. Au cours du développement de la Terre, cela montera jusqu'à la conscience. La connaissance imaginative provient de ce qui vivait à l'état de rêve pendant l'ancienne existence lunaire. Elle représente le premier degré de ce qui, pour la science de l'esprit, doit devenir la source de la connaissance. Elle est donc encore très apparentée à l'homme. Je disais que l'on acquiert une chose
et que l'on en perd une autre. Avec le fait d'acquérir quelque chose, les hommes seraient sans doute d'accord. Mais ils ne le sont plus dès qu'il s'agit de perdre. Et d'innombrables erreurs proviennent de là. Il n'est pas si facile, voyez-vous, lorsqu'on ne s'en donne pas la peine, d'avoir une idée de ce qu'était cette façon de se représenter les choses à l'époque lunaire, par des images semblables à des rêves. Lorsque l'on vit sur Terre, il est assez malaisé de devoir toujours s'appuyer sur les faits physiques pour se faire des représentations et des pensées. C'est bien ce qui rend les études si incommodes. Il faut examiner les faits avec soin, les apprécier, les relier les uns aux autres, puis, par ses propres efforts, se frayer lentement un passage dans le monde des pensées et des représentations que l'on maîtrise avec sa volonté d'homme terrestre. Beaucoup de gens trouvent plus commode que le monde des pensées vivantes leur soit donné et qu'il n'ait plus qu'à attendre qu'ils viennent. Lorsqu'une illumination leur vient, elle pénètre leur vie intérieure, si bien qu'ils n'ont plus besoin de former des pensées. C'est du moins ce qu'ils croient. Mais ces gens-là restent alors ce qu'ils sont, et ils ne progressent absolument pas. Un homme terrestre est bien plus avancé qu'un homme lunaire, car il a progressé. Par rapport à l'imagination lunaire semblable au rêve, l'homme terrestre qui combine les faits et qui forme lui-même les concepts qu'il tire de ses expériences avec sa raison et sa faculté de jugement, est bien plus avancé que l'homme lunaire et que celui qui cherche à revenir à cette existence de l'humanité lunaire où l'on recevait des illuminations sans qu'elles aient à provenir d'un travail de la pensée. On peut faire sur ce plan de bien curieuses expériences. Ce n'est pas que l'homme qui replonge dans ce mode de connaissance à caractère lunaire n'ait aucune pensée. Il en a, certes, mais elles viennent toutes seules. Il n'a besoin d'accomplir aucun travail pour penser les faits. C'est ce qu'il trouve si commode. Et si l'on veut comprendre ces choses de façon juste, on fait une expérience très importante. Il y a des gens qui parviennent à une certaine clairvoyance visionnaire. Cette faculté d'imagination semblable au rêve, cette clairvoyance visionnaire est toujours une rechute dans la nature lunaire. Car la clairvoyance véritable, celle qui est souhaitable sur Terre, doit être acquise par un travail encore plus intense dans le monde de la pensée que la connaissance au plan physique. La rechute n'élève pas l'homme, c'est un progrès vers le bas. Retomber ainsi, c'est devenir moins intelligent que ce que l'on est en tant qu'homme terrestre normal. Et nous en venons à cette curieuse observation qu'il nous est toujours à nouveau possible de faire. Il y a des gens qui ont une certaine clairvoyance visionnaire, mais qui, à vrai dire,
ne sont vraiment pas intelligents. Leur clairvoyance provient même de ce qu'ils fuient l'intelligence. En fait, ils voudraient ne pas développer cette intelligence qu'il faut bien cultiver pour être un homme terrestre. On s'aperçoit en effet que la présence chez ces personnes d'un certain degré de clairvoyance visionnaire, donc de nature lunaire, atavique, va très souvent de pair avec une fuite de l'intelligence terrestre ordinaire. On verra peut-être une telle personne noter des éléments de ces images, et on s'apercevra alors que ces notes ne sont pas dénuées de pensée, au contraire. Chez elle, les pensées viennent avec les images. On trouve dans ces pensées des images pleines d'esprit. On est donc devant une énigme. Voilà quelqu'un qui décrit l'Atlantide ou autre chose à l'aide de magnifiques images qui lui viennent sous la forme de visions, et tout cela est absolument logique et intelligent. Pourtant, je n'ai jamais constaté une telle logique et une telle intelligence chez cet homme lorsqu'il doit expliquer quelque chose qui se déroule sur le plan physique. Il n'en dispose pas. Il n'est pas suffisamment devenu un homme terrestre. Or, lorsqu'il peut retomber dans l'intelligence lunaire, voilà l'intelligence qui arrive. Mais ce n'est pas son intelligence à lui. Il ne fait que servir de médium à l'intelligence lunaire, et celle-ci agit alors en lui. On peut obtenir de magnifiques descriptions des mondes spirituels de la part de gens qui ont ainsi replongé dans la phase lunaire et qui, lorsqu'ils veulent appliquer l'intelligence qu'ils ont élaborée au plan terrestre, ne peuvent plus comprendre ce qu'ils ont proféré. Et même, bien souvent, ne veulent pas le comprendre. J'ai dit que lorsqu'on s'élève à la connaissance imaginative, on doit acquérir quelque chose et perdre autre chose, et que, la plupart du temps, les gens ne veulent rien perdre. J'ai indiqué en outre que ceux qui ont de l'esprit ne veulent pas le perdre. Maintenant, ce ne sont pas ceux qui aiment particulièrement la clairvoyance visionnaire, car ceux-là acceptent volontiers de perdre l'intelligence ordinaire. Mais il existe un autre groupe qui ne veut pas perdre cette intelligence terrestre. Ces gens-là voudraient garder leur intelligence telle qu'elle est sur le plan physique, mais sans la développer davantage. Ils ne veulent pas continuer de travailler sur leur intelligence en s'efforçant d'utiliser les concepts plus librement qu'on ne le fait quand on les soumet au processus physique. Ils en viennent alors à élaborer des allégories, des symboles. Mais ce n'est pourtant à nouveau qu'une activité du plan physique, qui ne fait aucunement progresser la pensée, mais le laisse tel quel, et se contente d'y suspendre de petits manteaux faits de toutes sortes de subtiles choses occultes. Or, il est très important de prendre cela en compte. Ceux qui se sont efforcés de s'élever lentement et pas à pas vers les points de vue que nous devons avoir aujourd'hui dans la science de l'esprit, ou du moins ceux qui voulaient le faire
en avait déjà conscience. Avec la science de l'esprit, il s'agit vraiment d'apporter à l'humanité un pensée clair, en lien, certes, avec la possibilité de savoir quelque chose des mondes spirituels, mais toujours dans des pensées parfaitement claires. Il aura fallu longtemps pour qu'il devienne possible de réaliser cela. Espérons que c'est maintenant le cas. Bien des hommes ont dit y consacrer tous leurs efforts. Des esprits aussi clairs que Goethe, par exemple, sont arrivés très près d'une clarté parfaite. Beaucoup d'autres s'y sont efforcés. Songez à la façon dont Jacob Boehme a lutté au moment de l'entrée de l'humanité dans l'ère matérialiste pour se frayer un chemin à travers la complexité chaotique et mouvante des concepts qu'il savait déjà appréhender pour en extraire ce qui, dans son œuvre, vient éclairer de façon si profonde bien des secrets du monde spirituel. Quelqu'un d'autre encore a su nous indiquer dans une formule merveilleusement belle comment il est parvenu non pas, certes, jusqu'à une vision tout à fait claire de la science de l'esprit telle qu'elle doit être aujourd'hui, mais au moins jusqu'à ce qui constitue sa principale ligne de force. Au XVIIIe siècle, le penseur dont je parle a compris que si l'on veut connaître l'homme, il faut entrer dans les ténèbres, c'est-à-dire dans la confusion de la connaissance matérielle extérieure. C'est déjà le cas si vous vous trouvez au premier degré de la connaissance imaginative. Car, nous l'avons vu, on ne peut pas atteindre à l'aide de la connaissance physique ce qui se trouve dans les profondeurs de l'âme. Il faut entrer dans les ténèbres. Mais ce n'est pas la seule chose que l'on doit faire. Il faut encore passer à travers le trouble des concepts habituels et pour parvenir à la connaissance, dissiper ce trouble. Il faut donc dépasser le pensée habituel, celui qui agit sur le plan physique. C'est ce que ce penseur a exprimé dans une très belle formule. La première partie de sa phrase, on la suit volontiers. La seconde, par contre, pratiquement pas. Et pourtant, il est important de la comprendre aussi. La plupart de ceux qui deviennent ou qui veulent devenir des mystiques d'une façon ou d'une autre reconnaissent que pour pénétrer dans le spirituel, il faut se dépouiller de tout ce qui appartient au domaine sensible et matériel. Mais très peu admettent qu'il faut aussi se dépouiller des formes du spirituel qui restent attachées aux concepts que forment leurs pensées. Car ils voudraient les emporter et gérer les choses avec eux comme sur le plan physique. En bas, dans l'inconscient, ils voudraient trouver la pensée sous la même forme que là-haut, avec la possibilité qu'elle a de former des souvenirs. Ce serait pourtant une erreur de croire que, lorsque le clairvoyant regarde dans le cœur humain, il y trouve les pensées
telles qu'elles sont chez celui qui les a dans sa tête. Ce n'est pas le cas. Là en bas, elles sont transformées. Elles deviennent des êtres vivants. Elles deviennent un monde élémentaire. Dans le monde spirituel, on ne trouve pas le monde des pensées que l'homme a ici sur le plan physique. C'est pourquoi ce penseur a exprimé cette belle phrase que je voudrais à présent écrire au tableau et que l'on peut considérer comme une sorte de mise à l'épreuve pour la vie intérieure de chacun. Comment parvient-on à savoir quelque chose des mondes qui sont au-delà du monde terrestre? Alors, il disait, dissipez vos ténèbres matérielles et vous trouverez l'homme. Ceux qui veulent être des mystiques sont d'accord avec cette première partie de la phrase. Il s'agit de dissiper les ténèbres et la confusion matérielle. Mais la seconde partie, ils ne la comprennent encore qu'à peine. Dissipez vos ténèbres spirituelles et vous trouverez Dieu. Sous le terme Dieu, qui est encore teinté de représentations religieuses, nous devons nous figurer tout le contenu de la science de l'esprit. Tout le contenu de la science de l'esprit. L'auteur de cette phrase n'était pas encore à même de trouver les termes que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Quelqu'un qui, aujourd'hui, lit « Dissipez vos ténèbres matérielles et vous trouverez l'homme » se dira sans doute que c'est bien ainsi qu'il pénétrera dans le monde spirituel et il voudra le faire. Mais s'il lit « Dissipez vos ténèbres spirituelles et vous trouverez Dieu », il se demandera ce qui peut encore lui rester s'il n'a plus rien. Que reste-t-il en effet? Ce qui constitue la science moderne de l'esprit. Pour y accéder, il faut dissiper le contenu de connaissances du plan physique que l'on a l'habitude de tenir pour le seul valable, comme il a fallu aussi dissiper les ténèbres matérielles. Cette phrase vient de celui que l'on appelle le philosophe inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin. Lui-même se considérait comme un disciple de Jacob Boehme. On trouve déjà chez ce Saint-Martin une profonde aspiration pour ce qui doit se manifester dans la science de l'esprit. Les gens qui le rencontraient voyaient bien sûr son nez, ses mains. Ils entendaient ses paroles et pourtant ce qu'il portait au fond de lui leur restait étranger. C'est pourquoi il se nommait lui-même philosophe inconnu. Le vrai philosophe Saint-Martin leur restait inconnu, totalement inconnu. Pour parvenir à la connaissance imaginative selon les modalités que nous avons décrites hier, il s'agit donc d'effectuer un retour. Mais un retour conscient à la façon dont l'homme vivait sa relation au monde pendant l'époque de l'ancienne lune. On peut dire en effet que les réalités qui étaient des réalités normales pendant toute cette période lunaire et qui ne le sont plus sur Terre, continuent cependant d'agir dans l'homme de façon suprasensible. Vous vous souvenez que nous en avons parlé ici, d'un autre point de vue. L'homme a conservé en lui ses réalités, ses faits lunaires, et il peut y retomber. Il en tire alors certaines connaissances, mais d'une toute autre façon que celle par laquelle l'homme terrestre peut y parvenir.
Il peut développer une clairvoyance visionnaire, avoir une intelligence plutôt réduite et présenter pourtant cet étrange phénomène dont je viens de parler. Si on l'incite à exercer son raisonnement scientifique, voire même simplement à prendre des décisions sensées dans les choses les plus courantes de la vie, on se rend vite compte qu'il en est incapable. Pourtant, lorsqu'il écrit quelque chose en partant de ses visions, par exemple au sujet des événements qui se sont déroulés à l'époque du mystère du Golgotha, il ne peut certes décrire que des images, mais il le fait alors avec une remarquable intelligence. Et ce qu'il écrit ne concorde vraiment pas avec ce que l'on connaît de lui par ailleurs. Théoriquement, il est un incapable. Mais quand il devient médium, il écrit de façon très intelligente, à un point qui peut étonner. Or, loin de représenter un progrès, cela dénote au contraire un recul. Il n'est pas exclu, bien entendu, que des vérités puissent tout de même s'exprimer à travers cet homme, parce qu'il se trouve dans l'existence terrestre, et que, tout en plongeant activement dans la vie lunaire, il reste lié à cette existence. Dans les drames mystères où j'ai tenté de représenter les différents types humains, j'ai aussi montré une telle personne qui retombe dans l'existence lunaire. Elle n'est pas intelligente sur le plan physique, mais elle peut néanmoins révéler des choses qui sont justes. Elle reste donc en dessous du niveau de l'homme physique normal. Il s'agit de Théodora. À travers ce personnage de Théodora, il s'agissait justement de montrer ce qu'est cette rechute dans la conscience lunaire. Ces choses sont clairement indiquées au moment où il est dit, lorsqu'elle entre en scène, Théodora, une voyante. Chez elle, l'élément volontaire est transformé en voyance naïve. Cette voyance naïve, c'est évidemment la voyance lunaire. La qualifier de naïve met bien en évidence son caractère. C'est aussi pour cette raison que dans le dernier drame mystère, seule son âme apparaît. Théodora ne peut pas apparaître elle-même, parce qu'elle ne peut plus participer à certaines choses. Il faudrait prendre ces drames mystères très au sérieux. Peut-être certains d'entre vous pourront-ils se rendre compte qu'il n'y a pratiquement rien de ce qui s'est vécu ici ces derniers jours, que l'on ne retrouve, sous une forme ou sous une autre, dans les drames mystères. Si on les avait lus comme il faudrait lire les choses, nous n'aurions pas eu besoin de traverser tous ces événements confus. Retenons donc que le monde imaginatif est encore très proche de l'homme. Le monde auquel on accède par l'inspiration, par contre, s'en trouve beaucoup plus éloigné. Quand on commence à s'accoutumer au monde inspiré, en effet, on voit qu'il englobe des réalités que l'homme a gardées en lui, elles aussi, et qui ne se rapportent pas à l'existence de l'ancienne lune, mais à celle de l'ancien soleil. Quand on s'efforce de se frayer un chemin vers le monde de l'inspiration, il faut donc pénétrer encore plus profondément dans l'âme humaine. Or, quand on le rencontre, ce monde présente un caractère bien particulier. Quand on accède au monde imaginatif, on est confronté à des faits qui se sont déroulés pendant l'existence de l'ancienne lune. L'homme vivait sur l'ancienne lune pendant les phases où celle-ci s'était séparée de ce qu'était alors le soleil. Vous pouvez lire ces descriptions dans la science de l'occulte. Quand, au moyen de l'ancienne clairvoyance imaginative qui a la nature du rêve, on retourne à cette existence lunaire, on est d'abord confronté
à ce que l'homme vivait alors. Quand, par contre, on accède au monde inspiré, l'existence dans laquelle on vit n'est plus séparée du soleil. On vit en lui. On retrouve les réalités que l'homme a vécues avec le soleil. On éprouve vraiment des réalités solaires. Et ces réalités solaires, voyez-vous, ne sont plus en affinité avec l'homme. L'homme, tel qu'il est actuellement pendant son existence terrestre, s'il ne regarde pas ce qui vit dans les profondeurs de son âme, et s'il se contente d'être ce qu'il est sur terre, n'est en réalité qu'une sorte d'enveloppe. Il n'est pas vraiment une entité humaine, mais plutôt une enveloppe. Il porte d'abord sa forme physique qui, telle qu'elle se montre à nos yeux physiques, est apparue au cours de l'existence de la Terre. Mais des forces que l'on ne peut pas voir et qui ne sont même pas encore étudiées par la science actuelle y agissent. Il y a quelque temps, un de nos amis a été sollicité pour faire des recherches dans cette direction, avec le matériel biologique qu'il a à sa disposition. Il se donne beaucoup de mal et il pourra peut-être dans quelque temps découvrir la possibilité de jeter un pont vers ces parties cachées de la nature humaine. Ces choses-là demandent de longues études. Cela implique d'étudier en profondeur certains faits biologiques dont la science actuelle ne tient aucun compte et que les chercheurs laissent tout simplement de côté lors de leurs expériences. Il faut étudier les préparations dans un sens qui n'intéresse pas les autres chercheurs et que, de ce fait, ils négligent d'explorer. Il y a là de grands manques et beaucoup de recherches seraient encore à entreprendre. Il se peut qu'on n'en vienne pas à bout avant plusieurs années. Ce serait pourtant un travail de première importance parce qu'il pourrait nous montrer la part d'ancienne lune qui vit encore dans la nature humaine et qu'il est possible d'atteindre par les moyens de la science physique. Il en résulterait une toute nouvelle embryologie, un nouvel aspect de l'embryologie. Il est indispensable que ces travaux soient entrepris, mais c'est là tout ce que l'on peut faire. Tant que l'on ne considérera l'être humain que de l'extérieur, on ne pourra rien découvrir d'autre, car ce que l'on peut trouver en étudiant l'homme de l'extérieur ne peut même pas remonter jusqu'au premier temps de l'ancienne existence lunaire. Ce genre de recherche permettra de se faire une idée par déduction de certains processus de l'ancienne lune. Elles concorderont avec les descriptions que vous trouvez dans la science de l'occulte. Mais, comme je l'ai dit, tant que l'on considère l'homme tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut pas remonter bien loin dans le passé. On ne saurait atteindre le début de l'ancienne lune, et encore moins l'existence de l'ancien soleil. Pour remonter à l'existence de l'ancien soleil, il faut retenir dans l'homme beaucoup moins d'éléments matériels que ne peut le faire la science dont je viens de vous parler. Car il faut alors qu'un élément que l'homme peut amener à se révéler sur la terre, mais sans toutefois être obligé de le faire, pénètre dans la nature humaine. Lorsqu'un artiste, un poète par exemple, est réellement inspiré, ces inspirations proviennent en fin de compte du monde spirituel, de l'existence solaire. Elles viennent du monde spirituel de l'ancien soleil. Mais notre époque est dans une telle pauvreté spirituelle que l'on refuse ce qui émane des inspirations de l'existence solaire, et que l'on ne veut s'en tenir qu'à ce que l'on construit de façon naturaliste à partir d'un modèle terrestre.
Ce qui peut venir du modèle, pourtant, il ne faudrait y voir qu'un matériau pour ce que l'on doit en réalité créer. L'architecture et la musique sont les deux formes d'art qui protègent les artistes de la dépendance envers un modèle et leur évitent de tomber sous l'emprise du monde matériel. L'architecture ne peut, au fond, rien copier, bien qu'elle le fasse parfois avec une certaine maladresse. Quant à la musique, elle ne peut rien reproduire non plus. On ne fait aucune musique valable en imitant des chants d'oiseaux ou des miaulements. La musique ne peut partir que du matériau le plus noble, c'est-à-dire le son musical. Mais ce devrait être ainsi pour tous les arts. Le musicien part de la musique. Le peintre devrait faire comme lui et partir de la forme et de la couleur. Le modèle ne devrait rien lui fournir d'autre que le matériau. On ne peut pas tirer ce qui est artistique d'un modèle. Cela doit jaillir de l'inspiration qui ramène à l'existence de l'ancien soleil. Voilà pourquoi les grandes œuvres d'art paraissent si étrangères à la terre. Je disais que l'homme peut vivre sans inspiration artistique. Il le peut, certes, comme il peut aussi les introduire dans sa vie, mais ce n'est pas un besoin. Le barbare ne dit-il pas que l'homme peut aussi vivre sans l'art? Ceux d'entre vous qui s'intéressent en profondeur à ces idées ne manqueront pas, à plus ou moins long terme, de se poser une question essentielle. Si nous considérons les 4 phases de l'ancien Saturne, de l'ancien Soleil, de l'ancienne Lune et de la Terre, avec, pour chacune, les réalités qui la concernent, nous voyons que la connaissance imaginative nous renvoie à l'existence lunaire et que la connaissance inspirée nous renvoie à celle du Soleil. Il en résulte certainement que la connaissance intuitive nous fait remonter jusqu'à l'existence de l'ancien Saturne. Mais s'il en est ainsi, si on n'atteint jamais une nouvelle réalité, mais que l'on retourne toujours dans les anciennes, pourquoi l'homme a-t-il besoin finalement de se développer encore? Pourquoi l'évolution se poursuit-elle? Pourquoi devons-nous passer par toute cette existence terrestre qui nous détache des réalités au sein desquelles nous nous sommes développés, si bien que les connaissances disparaissent dans l'inconscient et qu'il nous faut les faire remonter par notre activité de pensée? Oui, pourquoi tout cela? Eh bien, voyez-vous, c'est seulement ainsi que nous devenons des hommes véritables. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de perfectionner notre vraie nature. On peut déjà s'en rendre compte extérieurement si l'on étudie des personnalités qui ont laissé vivre en elles ces concepts mobiles, ces concepts souris dont je vous ai parlé, tels qu'on les trouve par exemple dans la métamorphose des plantes et dans la métamorphose des animaux de Goethe. Il faut étudier de telles natures car elles nous montrent que, lorsqu'elles sont intérieurement tout à fait vraies, elles se situent encore dans un rapport tout particulier avec un autre domaine de l'âme. C'est avec Goethe justement que cela se montre le mieux. Étudiez son William Meister ou ses poésies, et vous remarquerez chez lui une certaine façon de juger le monde. Si vous approfondissez cette question, vous découvrirez en effet qu'en même temps que l'idée de la métamorphose se développe en lui, une magnifique tolérance intérieure, profondément sincère, anime aussi son âme. Une tolérance merveilleuse, une façon remarquable de se situer par rapport au monde
et à la vie, une tolérance de l'âme. Et cela est en lien avec de profondes réalités. Si nous tournons notre regard vers le monde animal, nous y voyons les formes les plus diverses. La hyène, dont la face grimaçante reflète le désir de charogne, exprime son être dans toute la posture de son corps. Nous pouvons la comparer au lion ou au loup. Nous pouvons encore comparer ces animaux à l'aigle, puis comparer l'aigle au vautour, puis de nouveau ces animaux avec les tortues, les serpents, les vers, les différents insectes, etc. Nous devons alors chercher le rapport de toutes ces formes animales avec le monde spirituel. Or, on ne peut comprendre ce rapport que si l'on étudie l'ancienne existence lunaire. Pourquoi ? Pendant cette existence, en effet, l'homme n'existait pas encore sous sa forme actuelle. Les formes correspondantes qui passaient alors par l'étape humaine de leur développement étaient les anges. Ces angeloi avaient des jugements tout autres. Ils pensaient tout autrement que nous le faisons aujourd'hui. Ils en étaient alors au même stade d'évolution que celui où les hommes se trouvent actuellement. Mais ils ne vivaient pas dans un corps physique comme celui que nous avons aujourd'hui sur la Terre. Leur corps était malléable et entièrement mobile, car les esprits de la forme n'avaient pas encore agi pour lui donner une forme solide. À l'époque lunaire, ces anges pensaient dans des concepts qui, comparés à nos concepts terrestres, étaient beaucoup plus vivants. Mais outre la vie qui les animait, ces concepts avaient encore quelque chose de très particulier. Ils étaient à un haut degré imprégnés d'impulsions affectives. Emportés par l'élan des archanges, des archées, des esprits de la forme, de ceux du mouvement, etc., qui vivaient au-dessus d'eux, les anges saisissaient les concepts. Mais c'étaient des concepts vivants, impulsifs, beaucoup plus dynamiques que ceux que nous trouvons chez les hommes d'aujourd'hui quand ils laissent passer leurs émotions dans la manière dont ils jugent les différentes situations de la vie, crachant tantôt des flammes d'enthousiasme, tantôt du venin. Il y a des gens, et ce peut être les meilleures personnes du monde, dont l'humeur se déverse abondamment dans tout ce qu'ils disent, et tout cela s'exprime dans leurs idées. Eh bien, ce n'est encore rien en comparaison de ce qui se passait pour les anges sur l'ancienne lune, car tout cela avait alors un effet créateur direct. Représentez-vous un tel habitant de l'ancienne lune. Il se dit: je dois à présent saisir un concept. Une inspiration me vient. Pauvre air, l'échine plus basse derrière que devant, dont le désir de charogne rend la face repoussante. Cet être est engendré. Il est condamné à devenir une hyène. Le concept créateur est là. Les formes du règne animal sont en étroite relation avec ce pensée créateur qui agit selon le principe du bien et du mal. Le règne animal tout entier, avec ses multiples formes, est formé par le bien et le mal. Les hommes de la terre ne devaient pas apprendre à faire cela. Une entité qui ne voulait pas renoncer à la culture lunaire les a séduits pour qu'ils acquièrent la connaissance du bien et du mal sous la forme qu'elle avait connue pendant cette époque de l'ancienne lune.
jugeait ainsi, mais les hommes devaient apprendre à juger autrement. Il manque une phrase dans le sténographe. Elle jugeait ainsi, mais les hommes devaient apprendre à juger autrement. Il ne fallait pas qu'ils laissent trop fortement leurs émotions se mêler à leurs concepts. Il fallait se débarrasser de tout cela pour faire place à une forme de pensée plus objective et plus tranquille. C'est pourquoi l'homme a dû progresser et passer de l'existence lunaire à l'existence terrestre. Et s'il continue de progresser, il deviendra encore plus tolérant. Un ange lunaire haïssait la hyène de façon incroyable, parce que pour lui, elle était le mal. Il haïssait le serpent comme tout ce qui était hideux, et il aimait ce qui était beau. Le bien et le mal appartenaient au domaine de la vie créative. Il a fallu que l'homme se défasse de cette habitude. Il ne pourrait pas développer la moindre science terrestre si, par exemple, il voulait classer les animaux comme le faisaient les anges de l'ancienne lune, selon qu'ils étaient beaux ou laids, décents ou indécents, ou encore malicieux, raffinés, etc. Les anges lunaires avaient tout cela. Or, il ne serait pas sérieux de faire figurer dans un livre scientifique la belette, propriété dégourdie. On peut encore l'admettre dans un poème satirique, mais si l'on veut être scientifique, aujourd'hui, il faut le repousser. On ne peut plus l'accepter. Pour progresser dans ce domaine, il faut pouvoir s'élever jusqu'au stade où l'on observe ce qui, dans la vie terrestre, provoque chez l'homme les plus fortes émotions, avec autant d'objectivité scientifique que l'on a pour regarder aujourd'hui le règne animal. C'est ce que l'on trouve dans cette tournure d'esprit si particulière de Goethe. Pour lui, la vie humaine est un fleuve tranquille qu'il observe comme on observe les phénomènes naturels. Le magnifique calme intérieur avec lequel il regardait la vie vient du fait que pour lui, une partie de la vie humaine plongeait aussi dans le fleuve des réalités naturelles. Voilà pourquoi il pouvait devenir si objectif. Demain, nous continuerons ces considérations en reprenant les choses avec cette question. Pour accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soesprit.info, menu podcast. À bientôt.